Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de En Soum Soum avec évidemment la décryptance inévitable. Alors aujourd'hui, ce sera moi qui fera l'animateur, parce que Guillaume ne peut pas être présent avec nous. Tout simplement, on va rentrer dans le vif du sujet, Chris. On va s'intéresser à cette carte qui, on va pas se le cacher, on était tous les deux d'accord pour dire qu'elle est pétée au sol quand même, pour un Mhm. pay-per-view particulièrement. Mais t'es quand même, comme tu es un sacré soldat, et mec, tu disais quand même que tu kiffes malgré tout, même quand les cartes sont pas ouf, parce que tout simplement, tu aimes bien mater ce qui se fait. On va décrypter les deux premiers combats de la carte, qui sont les combats principaux, et puis ensuite, on verra du coup s'il y a des combats qui nous attirent l'œil un peu plus particulièrement. Soit. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Alors, commençons par le Juliana Peña contre Amanda Nunes, la revanche, la fameuse. Bon, le premier combat, on était tous à peu près d'accord pour dire que c'était très inattendu et qu'on ne s'attendait pas à une contre-performance comme ça de la part particulièrement de Amanda Nunes, même si bravo à Peña d'avoir su saisir l'opportunité. Est-ce que tu t'attends à une Peña une Nunes qui sera revenue au top de sa forme et qui aura à cœur de prouver que, ou est-ce que tu penses que là, elle a trouvé quelque chose, Peña, qui est peut-être le fil rouge pour réussir à battre Nunes? Qu'est-ce que tu penses de ce combat? C'est toujours très spéculatif ce genre de discussion. Moi, j'ai Ouais. l'impression quand même que on a eu d'un côté une contre-performance de Nunes, c'est assez clair, et de l'autre côté, on a eu un style en Peña qui était très ennuyeux pour Nunes. Donc dans ce deuxième combat, j'ai l'impression quand même qu'on va avoir une ex-championne qui va chercher à reprendre son titre, sinon elle aurait juste pris sa retraite. Je pense que voilà, elle a été double championne par beaucoup de monde. Elle est considérée comme la greatest of all time. Elle a été longtemps considérée comme la queen, pardon, pound for pound. Elle a un enfant maintenant. Je pense qu'elle a ouvert son équipe aussi. Ouais, Donc, c'est son ça. après-carrière semble être un peu tracée. Le fait qu'elle accepte une revanche et qu'elle revienne en plus via The Ultimate Fighter en coachant, etc., ça lui a probablement remis un peu de motivation et la fin de vouloir gagner, d'autant plus que c'est complètement à sa portée. Je veux dire, j'ai revu ce combat-là, j'avais fait un tweet à propos de ça, j'ai revu Peña Nunes 1 et juste après, j'ai regardé Kaikara France contre Brandon Moreno 1. Il y a 17 mondes d'écart entre les deux combats en termes de qualité. C'était affreux. Même le premier round, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, Nunes, elle a commencé bien. Ok, elle envoie un low kick qui envoie Peña au tapis. Il y a un genre un semi-knockdown plus tard. Il y a quelques takedowns qui sont pas mal, mais après, au sol, c'était vraiment niveau ceinture bleue, sans vouloir manquer de respect. Les deux étaient juste en mode survie. On veut pas que ça bouge de trop. Il n'y a pas de recherche d'amélioration de position ni quoi que ce soit. Et après, il y a beaucoup de gens qui spéculent en disant Nunes a eu le Covid et c'est pour ça qu'elle était fatiguée dans le deuxième round. Euh, on peut dire aussi que c'est peut-être la préparation, peut-être que comme John Jones à un moment dans sa carrière, c'est ouais, trop facile, je suis au-dessus de tout le monde, j'ai plus besoin de m'entraîner et puis c'est à ce moment-là que les contre-performances arrivent. Donc voilà, on ne sait pas trop. Moi personnellement, quand on regarde Nunes à son meilleur niveau, elle est supposée vraiment vaincre la version de Peña qu'elle a rencontrée la fois passée parce que Peña c'est une dure à cuire. Elle est prête à échanger. Elle se démoralise jamais. Elle sort souvent de très mauvaises positions et puis elle vient chercher des victoires un peu à l'arracher. Donc c'était typiquement une performance Peña et c'est pour ça que le crédit lui revient. Cependant, voilà, sa boxe reste très brouillonne. Elle laisse beaucoup d'ouverture en contre. Elle est pas mobile sur ses appuis. Elle est très très lourde sur ses appuis. Donc quelqu'un comme Nunes qui a des très bons low kicks et qui a des très bonnes entrées-sorties devrait manger ça. Donc voilà, j'ai pas envie d'enlever le crédit à Peña parce que je dis toujours le crédit revient à celle qui gagne ou celui qui gagne et il faut voilà jamais dire ouais c'est le perdant qui a perdu le combat, c'est plus le gagnant qui gagne. Mais là voilà clairement je pense que on n'a pas vu la Nunes qu'on a l'habitude de voir et respect à Peña d'avoir su capitaliser dessus. C'est ça. Et du coup, maintenant, est-ce que tu penses que pour toi, psychologiquement, pour Nunez, c'est possible de revenir? Parce que
le fait d'avoir tout connu, et on sait, tu l'as évoqué brièvement, le fait qu'il y a de la fatigue, et Georges Saint-Pierre en parlait, Anderson Silva en parlait, quand tu as tout gagné, tout fait, tout connu, défendu ta ceinture de multiples fois, en fait, tu n'as tout simplement plus la même niaque, et c'est pour ça que Georges Saint-Pierre a tout simplement arrêté au bout d'un moment, que Anderson Silva a aussi commencé à contre-performer. Est-ce que là, c'est pas... On reste dans les hypothèses, on n'en sait rien et on n'en saura rien avant de l'avoir vu, mais pour toi, du point de vue de l'histoire, de ce qu'on a déjà vu, est-ce que c'est plutôt mauvais signe ou est-ce qu'elle peut revenir et déjouer tous les pronos? Moi, je pense que c'est plutôt mauvais signe, pour une bonne et simple raison. Je vais l'exprimer, c'est ce que Joe Rogan dit assez souvent, c'est pour être un très grand combattant, il faut un très grand rival. Il prenait tout le temps l'exemple de Mohamed Ali avec Foreman, il prenait l'exemple de John Jones et Daniel Cormier. Tu as besoin d'un vrai rival pour te pousser à rester au meilleur de toi, et peu importe les challengers, tu seras toujours au meilleur de toi parce que tu sais qu'il y a celui-là dans la liste, Aldo, Mendes, tout ce genre d'histoire. Et ici, le problème de Nunes, c'est que elle a passé Ronda Rousey, elle a passé Cyborg, elle a passé Holm, Misha Tate. Elle a vaincu 2 fois Shevchenko, mais c'était avant qu'elles soient toutes les deux considérées comme les queens féminines du MMA. Maintenant, il n'y a plus personne dans cette division. Donc maintenant, elle a Pena, parce que Pena l'a battue. Mais si elle gagne de manière décisive, je ne pense pas qu'on aura un 3 immédiatement. Je ne pense pas qu'elle sera motivée par une trilogie. Ouais. Et le seul qui resterait, c'est si vraiment il y a le public et les médias et l'UFC qui commencent à refaire une promo en disant « Ok, les 2 meilleurs de tous les temps, c'est clairement Shevchenko et Nunes, et il faut un 3e combat pour répondre à la question. » C'est peut-être le seul élément qui pourrait la motiver à rester au top niveau et à continuer à s'améliorer. Mais vu l'état de la division, vu l'état de sa dernière performance, vu la direction que prend sa vie personnelle, j'ai l'impression qu'elle commence à penser à mettre le MMA en tant qu'athlète derrière elle et qu'elle commence à réfléchir à être une maman présente, à ouvrir sa salle, à construire des nouveaux business par rapport à la crédibilité qu'elle a su créer sur ces années en tant que sportive professionnelle. C'est un peu, ouais, c'est l'impression que j'ai aussi. Et du coup, techniquement, là, si jamais on se retrouve avec la Nunes des grands jours, celle qu'on a connue et qui nous a impressionnés, et une Peña au top de sa forme, c'est vrai que théoriquement, on a envie de dire quand même que Nunes est au-dessus à peu près dans tous les domaines, sauf peut-être celui de la lutte, encore qu'elle a quand même une très bonne défense aussi de takedown Nunes. Si on a les 2 combattantes au top niveau, qu'est-ce que tu vois comme piste pour Peña, pour confirmer et battre malgré tout Nunes? Mais en fait, il y a une séquence qui est absolument moche à regarder, mais qui est la piste pour gagner à nouveau. Je pense qu'il y a très peu d'athlètes qui ont su contrôler l'axe face à Nunes en anglaise. Et Peña, il y a un moment où elle envoie 5 jabs. 2 en contre, puis 1 en initiant, puis un nouveau 1 en contre, puis 1 de nouveau en engageant. Et les 5 touches, et Nunes était absolument perdue puisqu'elle n'arrivait pas à trouver son rythme. J'ai regardé, je vais même l'avouer, j'ai regardé 2 fois le combat pour pouvoir faire ce podcast. Il y a de nouveau une question de distance que je ne sais pas dire si c'est Peña qui a su l'imposer ou si c'est Nunes qui s'est mise dans l'embarras à cause de la distance qu'il y avait entre elles deux, mais elle s'était mise à une distance où il y avait beaucoup à couvrir pour pouvoir se toucher en anglaise. Et comme je le dis souvent, quand tu as beaucoup à couvrir, ça laisse un temps de réaction à ton adversaire. Et en fait, Peña, elle n'a pas peur de prendre des coups. C'est vraiment ça contre Nunes. Si tu as peur de prendre des coups, c'est le début de la fin pour toi. Ouais. Et comme elle n'a pas peur de prendre des coups, elle reste sur place. Nunes avance, boum, il y a un jab qui vient. Et en fait, le jab avait aucune puissance, mais le fait que ça crée une collision, ça a vraiment choqué Nunes à partir du 2e round. Et donc là, je pense que sa carte à jouer, c'est vraiment ça, c'est essayer de mettre la pression, parce qu'elle ne sait pas combattre en étant légère sur ses appuis. Donc, elle doit être lourde sur ses appuis, donc elle doit mettre la pression. Elle doit forcer Nunes à venir vers elle pour la contrer avec son jab sur l'axe, sans prendre de overhand ou les classiques. Et dès qu'elle a l'occasion, elle doit coller à la cage. Je pense que dans le combat précédent, on a vu qu'elle a fatigué en grappling. On a vu que Peña était capable de survivre en dessous et de mettre à mal au-dessus. Et donc, je pense que voilà, sa stratégie, ça ne doit pas être de chercher à tout prix la lutte. Je pense qu'elle a pris confiance en son jeu grâce au combat précédent. Donc, elle doit continuer à le faire. Elle doit gérer cette ligne
Elle doit laisser Nunes engager et casser ce rythme chaque fois avec du contre. Et puis, quand elle le sent, aller chercher le grappling pour fatiguer Nunes et l'emporter sur la distance. Parce que je pense que le mental de Peña, d'autant plus que maintenant, elle rentre dans la cage en tant que championne, elle doit capitaliser là-dessus. Déjà qu'elle a un gros mental et qu'elle est capable de subir des pluies de frappes sans broncher. Maintenant, en plus de ça, elle a le mental de la championne, je l'ai déjà battue. Elle doit vraiment rentrer avec beaucoup de confiance en elle pour à nouveau surprendre dès le début du combat Nunes. Il ne faut pas qu'elle laisse Nunes rentrer dans le combat en se disant « Ok, maintenant que je me suis bien préparé, je sens que je suis bien meilleur qu'elle et je vais l'emporter et prendre confiance en elle. » Il faut vraiment que dès le début du combat, elle soit sur sa face et qu'elle la force à sortir de son jeu habituel. C'est vraiment marrant. Alors, tu me dis si la comparaison là que je vais faire est judicieuse ou pas, mais ça me rappelle beaucoup deux autres combats qui sont en termes de dynamique, en fait. Ça me rappelle les combats, les deux premiers entre Rose Namajunas et Joanna Jędrzejczyk, en fait, dans le sens où le premier combat, en réalité, tout le monde s'attendait à ce que Joanna déboîte Rose. C'est-à-dire qu'en particulier debout, on était en mode, ça va être très dur. On a eu un KO, je crois, au deuxième round. Et dans le combat qui a suivi, c'est comme si la confiance que Rose avait développée en réussissant à battre et à finir Joanna, en fait, avait décuplé ou l'avait permis, je sais pas, de débloquer son plein potentiel. Et donc, elle avait ensuite battu sur 5 rounds et sans aucune discussion possible. Enfin, c'était plus compliqué, mais elle a quand même réussi à la battre. Joanna. Et le deuxième combat qui me vient à l'esprit, c'est Badrari contre Wrocek, dans le sens où le premier combat, tout bon, ceux qui l'ont vu savent qu'il y a grosse domination de Badrari, même outrageuse, sauf qu'il y a le KO de Wrocek. Et c'est comme si le fait d'avoir réussi à terminer Badrari, ça avait débloqué complètement psychologiquement Wrocek. Et le deuxième combat, ça partait quand même très, très mal pour Badrari. Là, je ne sais pas ce qui arrivera, mais je me dis effectivement, c'est aussi une forte probabilité que ça arrive dans le sens, là, effectivement, que Peña arrive en mode patron total et qu'en fait, elle nous surprenne tous et qu'elle fasse non seulement déjouer, mais qu'elle impose sa volonté à Nunes et plus encore que Nunes qui, du coup, peut-être avait un peu contre-performé la dernière fois. Là, il y a moyen, je me dis, qu'au niveau des dynamiques, on ait une Peña. Ça ne deviendra pas Andy Hughes, ça ne deviendra pas non plus Marcelo Garcia comme ça en quelques mois, mais qu'elle ait tellement confiance en ses capacités que là, elle nous fasse une vraie grosse performance qui mette les points sur les i de tout le monde, quoi. C'est une question très intéressante. Je n'avais pas vu ça sous cet angle. Alors, j'ai juste essayé de faire combat par combat. Rose contre Joanna, j'ai l'impression que c'est qu'on la voyait comme une fort underdog parce que physiquement, elle n'était pas au niveau de Joanna et Joanna était une vraie killeuse. Elle l'a finalisé dans le premier round et ça nous a donné quand même des indications sur le fait que la technique couplée à sa vitesse et à la gestion de la distance pouvait mettre à mal Joanna. Et donc, en entrant dans le deuxième combat, les gens ne se sont pas dit c'est une contre-performance de Joanna. C'est vrai. Ils se sont plus dit elle l'a surpris, elle s'est fait surprendre. C'est pas un flouk, mais ça reste un KO au premier round assez rapide. Elle a trouvé son ouverture. Et donc, dans le deuxième combat, je pense que Joanna était de nouveau favorite, si je dis pas de bêtises. Mais le feeling des gens, c'était OK, Rose pourrait refaire la même chose. Mais encore une fois, on la voit pas spécialement s'imposer à la décision parce qu'on a quand même l'impression qu'en termes de compétences réelles, Joanna était au-dessus. Et en plus, on se disait, Joanna était pas... Elle s'est fait surprendre par la pression de Rose, alors qu'habituellement, c'est elle qui met la pression. Ouais. Et donc, on s'attendait à ce que Joanna vienne en mettant la pression et que ça change toute la dynamique du combat. Pour Wrocek contre Bader, un peu le même principe. On a vu un Bader qui lui a roulé dessus, mais on a vu un Wrocek mentalement présent et techniquement propre. Donc, techniquement, on sent qu'il a le niveau d'être dans ce ring avec Bader. Donc, quand on est rentré dans le deuxième combat, tout le monde voyait Bader de nouveau favori parce qu'on avait vu que techniquement, Bader était au-dessus et que c'est plus le mental et le fait d'avoir trouvé l'ouverture qui a permis à Wrocek de gagner le premier. Et puis, effectivement, Wrocek nous a de nouveau bien surpris dans le deuxième. Ici, pour Nunes contre Peña, j'ai l'impression quand même que on met beaucoup plus sur la contre-performance de Nunes que sur la performance de Peña, parce que c'est vrai. Voilà, je vais rappeler ça. J'aime pas parce que ça fait un peu manque de respect, mais
les séquences du deuxième round debout, c'est affreux à regarder. pénible, Franchement, c'est c'est pénible, ouais. c'est pas le niveau UFC. C'est loin d'être le niveau d'un combat pour le titre à l'UFC, mais c'est même loin du niveau de top 15 UFC. Tu mets n'importe qui de la division bantamweight masculine entre le numéro 20 et le numéro 25 l'un contre l'autre, ce sera mais 10 fois plus beau que ce qu'on a eu debout dans le deuxième round entre Peña et Nunes. Donc ici je pense que la force de Peña réside pas spécialement dans elle a pris confiance en elle et son jeu va changer du tout au tout entre les deux combats. Ça va plus jouer dans elle va rentrer comme une championne, elle va rentrer avec full confiance, elle va arriver, mettre la pression et elle va pas laisser Nunes rentrer dans son jeu. Je vois pas, alors je peux me tromper, on s'était tous trompés et je pense que 99,9% de la population mondiale avait parié ou même Ouais. pronostiqué Nunes. Ici, je peux de nouveau me tromper, mais je ne vois pas comment Peña peut gagner à la décision si Nunes montre son visage habituel. Évidemment, si elle fatigue à partir du deuxième round, oui, là, je peux l'avoir gagné à la décision. Mais encore une fois, je pense que Peña doit venir avec un genre de risque. Elle doit venir pour faire un pile ou face, quoi. Je vais pas dire pile ou face, mais mettre la pression, ne pas laisser Nunes rentrer dans son jeu, ne pas lui laisser reprendre confiance, parce qu'en fait, là, elle a perdu confiance. Elle aura besoin des 2 premières minutes du combat pour reprendre confiance en elle, pour dire, OK, là, effectivement, la dernière fois, c'était un flou, maintenant, j'ai mon timing, j'arrive à jabber, sortir sans me faire jabber, j'arrive à sortir ma tête sur mes jabs pour que le sien passe à côté, parce que cette séquence était dégueulasse. Nunes, elle frappait avec son jab sans bouger la tête. C'était, ouais. Et Peña, elle tendait juste son bras en bougeant un peu la tête, ce qui fait que son jab passait à côté, elle prenait un jab. C'est l'inverse qui doit se produire. Donc, elle a les 2 premières minutes pour reprendre confiance en elle. Si elle reprend confiance en elle, je pense que ça va être rouleau compresseur. Si Peña vient et lui rentre dedans, lui laisse pas prendre confiance en elle parce qu'elle va la toucher, ben là, on pourrait avoir une confirmation de Peña. Eh ben voilà pour Peña versus Núñez numéro 2. Bah, écoute, je te propose qu'on passe donc au deuxième combat qui, par contre, là, techniquement, risque d'être une gourmandise pour nous tous. C'est Brandon Moreno contre Kai Kara France. Brandon Moreno, et c'est pas pour le titre, hein, si je ne m'abuse. Si, c'est pour le titre. C'est en oui, 5 rounds. intérim, effectivement. Super important que ce soit en 5 rounds. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, tu vas nous dire pourquoi. Mais voilà, Kai Kara France, on le sait, qui est de l'écurie de City Kickboxing en Nouvelle-Zélande, avec Eugene Berman, qui est donc le cerveau derrière Adesanya, qui a fait une partie aussi de l'entraînement de Volkanovski, même s'il s'entraîne aussi chez lui en Australie. Et Brad Riddle et bien d'autres. Et on a en face un Brandon Moreno qui, dans ses différents combats, et en particulier les derniers, nous a montré qu'il était sublime dans sa manière de combattre, dans sa manière de gérer, dans son anglaise, dans ses transitions. En plus, depuis qu'il a été avec Cerudo, il nous a montré... pardon, ça c'est Figueiredo, autant pour moi, qui s'était mis avec Cerudo. Mais quoi qu'il en soit, c'est Moreno, je m'embrouille les saucisses complètement. Ça va aller. Ça va le faire. Mais Moreno, qui malgré tout, dans le dernier combat contre Figueiredo, qui était quand même un combat très disputé, nous a montré de différentes choses aussi, différentes facettes. Ça va être probablement de très haut niveau. Il y a des chances que ça se passe debout, parce que c'est là où les deux préfèrent être. Déjà, première question, comment est-ce que tu penses que ça peut se passer ? Et sachant qu'il y a déjà eu une première escarmouche, et est-ce que ça peut aller autre part que debout ? Oui, ça peut aller autre part que debout. Alors, je suis allé voir les stats hier du premier combat, après avoir regardé les images. Il y a 100% des frappes qui ont été envoyées à distance. Il y a eu 0% au clinch, 0 seconde de grappling. Il n'y a pas eu de clinch, il n'y a pas eu de grappling. C'est très rare les combats comme ça. Et clairement, je pense que Kai Kara France, c'est son style. C'est quelqu'un qui initie, j'espère ne pas dire de bêtises, mais jamais la lutte. Très rarement le clinch. Ouais, j'ai vraiment pas ce souvenir-là. Brandon Moreno, dans ses derniers combats, on a vu qu'il commençait à mixer de plus en plus, notamment contre Figueiredo, et que ça complémentait bien son jeu debout. Donc ici, dans ce deuxième combat, je pense que s'il y a quelqu'un qui doit apporter cette notion lutte, cette variété au combat, c'est Brandon Moreno, parce que dans leur première rencontre, on a eu un Kai Kara France qui a pris le dessus dans le premier round. Il y a un juge qui a donné 30-27, je ne le comprends absolument pas. Pour moi, le combat était très facile à donner. C'était le premier round, Kai Kara France, deuxième Moreno, troisième Moreno, avec une ascension un peu crescendo où Moreno,
augmente le volume, augmente la pression et commence à vraiment prendre le dessus sur Kai Kara-France. Donc ici, je pense que Moreno, c'est dans son intérêt de grappler. Il va peut-être pas réussir les takedowns, mais Kai Kara-France a une très bonne takedown defense, mais on sait l'amener au sol. Au sol, Brandon Moreno sait très bien prendre le dos. Kai Kara-France est excellent pour sortir du dos. J'en avais parlé pour Kara-France contre Askarov, en faisant la comparaison de Pettis contre Chiesa. J'espère qu'à un moment du combat, Moreno aura le dos de Kai Kara-France pour voir Pour qu'on voit. le scramble ou la soumission. Donc, ça c'est le premier élément pour moi, la première adaptation du côté de Moreno, c'est plus de grappling et continuer sur ce qu'il a fait à partir du deuxième round, c'est-à-dire plus de pression. Vraiment, il cadrait super bien. Ses déplacements sont incroyables à Moreno pour cadrer Kai Kara-France, qui n'est pas facile à cadrer. Donc ça, c'est les deux grosses adaptations du côté de Moreno, c'est pression, intégrer le grappling, pas spécialement pour lutter, juste pour donner une information supplémentaire, une menace supplémentaire et pour mieux varier le jeu. Du côté de Kai Kara-France, clairement, je pense que ce que les stats ressortent, c'est qu'il avait plus de précision, mais comme il a envoyé moins de frappes, il a touché moins en addition que Moreno. Moreno a envoyé tellement de frappes avec moins de précision, mais l'addition des frappes qui ont touché était plus élevée. Et c'est ça qui a vraiment fait la différence. Et je pense que Kai Kara-France a vraiment cette capacité à travailler en volume. Ouais. Donc, il doit, pour moi, il doit juste être plus présent dans les échanges et pas hésiter à engager et à rester à distance d'Anglaise parce qu'ils ont tous les deux eu leur succès. Mais Kai Kara-France... Depuis le premier combat, les deux sont vachement progressés, mais je trouve que Kai Kara-France, dans les échanges, il y a quelque chose de nouveau depuis sa défaite contre Royval, qui est indescriptible. Il est juste présent dans les échanges, il a un positionnement de tête qui est extraordinaire et il arrive à trouver cible avec n'importe laquelle de ses frappes et surtout son cross. Dans le premier round contre Brandon Moreno, il l'a touché. Dans son finish contre Bontarin, overhand de nouveau, cross overhand qui touche, c'est un peu particulier, l'angle avec lequel il l'envoie. Et pareil, le début de la fin contre Garbrandt, c'est de nouveau ce cross qui vient chercher. Et il doit capitaliser là-dessus, il doit capitaliser sur ses forces. Donc, super combat. Et tu disais aussi, c'est très important que ce soit en 5 rounds. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Ouais, alors, Kai Kara-France, autant on l'a vu quand même relativement durable contre Askarov dans un combat quand même fort engagé, notamment avec pas mal de tentatives de takedown contre lui. Et on l'a vu rester performant, rester rapide, rester efficace dans ses déplacements. Mais j'ai l'impression que sa force ne se traduit pas sur les rounds. Donc, quand tu vas prendre une droite de Kai Kara-France dans le premier round, tu prends le knockdown, tu prends le KO, ou en tout cas, ça te sonne bien. Tu vas prendre sa droite dans le troisième round, voilà, tu vas la prendre, mais ça ne va pas t'envoyer au tapis. Et donc, j'imagine que dans le quatrième et dans le cinquième round, ça va être de moins en moins percutant. Ces frappes vont être de moins en moins percutantes. Et de l'autre côté, on a un Brandon Moreno qui a pris une confiance de dingue dans son menton suite à ses combats face à Figueiredo. Tout le monde le disait, le premier combat entre Figueiredo et Moreno a été si qualitatif parce qu'au début, Moreno... il avait beaucoup de respect pour la puissance de Figueiredo. Et dès le moment où il a remarqué que, ça pouvait peut-être le sonner, mais ça ne le mettait pas KO comme tous les autres adversaires de Figueiredo, il s'est dit, OK, j'ai un menton. Et il est rentré dedans. Et donc maintenant, je pense qu'il rentre dans ce combat en se disant, OK, je peux échanger contre n'importe qui. Il va devoir être intelligent sur le premier round, peut-être les 2 premiers rounds, mais à partir du troisième, il va vraiment pouvoir déblayer son jeu. Et donc, Kai Kara-France, c'est pour ça, je trouve que c'est intéressant que ce soit en 5 rounds, parce que est-ce qu'il va venir avec une stratégie, je dois finir dans les 2 premiers rounds parce que sinon je vais me fatiguer et il va prendre l'ascendant. Et dans ce cas-là, on va le voir très actif dans les 2 premiers en prenant le risque, en sachant qu'il perdrait les 3 derniers et donc il doit finaliser. Mais en même temps, il doit se dire, attends, si les patates qu'il a pris contre Figueiredo, il ne tombe pas, est-ce que moi je suis capable de le faire tomber dans les 2 premiers rounds? Et donc s'il ne prend pas cette voie-là, comment est-ce qu'il va faire pour gérer son énergie pour que sa puissance se traduise plus tard aussi dans le combat. Donc, ça va être intéressant de voir si on aura un combat avec une intensité telle que dans le premier round et on va voir ce que ça donne dans le quatrième et dans le cinquième. Le premier combat, la direction du combat disait que Moreno allait gagner le quatrième et cinquième s'il y en avait un. Ou alors, est-ce que les deux vont diminuer le volume en se disant on est allé à la décision l'un contre l'autre, on est tous les deux durables, il faut que j'ai encore du jus dans mon quatrième ou mon cinquième round pour les prendre au besoin. Donc ça, c'est le gros point d'interrogation.
C'est vrai que ça, c'est un truc qui est vraiment assez intéressant et fascinant. Et je ne sais pas s'il y a une réponse ou comment ça se passe, mais c'est le fait qu'effectivement, il est sur 5 rounds. Moreno, il reste, tu as l'impression, aussi rapide, il reste presque aussi lucide et aussi précis qu'il est. Tu as l'impression qu'effectivement, il ne ralentit pas, mais pourtant, c'est pas non plus comme s'il n'était pas explosif. Il est explosif, c'est Mhm. simplement qu'il est peut-être moins puissant. Il développe moins de couple dans chacun de ses coups, mais il est quand même très puissant et très rapide. Et ça, c'est vraiment un truc. C'est pas que c'est injuste, parce que c'est pas du tout une question de justice. Chacun a ses compétences et il doit jouer avec. Donc, effectivement, Kaikara à France, il peut mettre peut-être KO plus facilement parce qu'il frappe plus lourd, mais il dure aussi moins longtemps. Mais c'est vrai que pour Brandon Moreno, ça, pour toi, c'est son avantage principal. Alors, bien sûr, il y a les compétences, mais le fait de savoir que dans un coin de sa tête, plus le combat dure et plus lui risque de prendre l'avantage. C'est toujours un avantage. Je pense quand tu rentres dans un combat et que tu sais que plus les minutes passent, plus ça va à ton avantage. Ou en tout cas, c'est peut-être pas la réalité, mais si tu le penses, c'est un énorme avantage en fait, parce qu'à chaque échange, à chaque passage d'un round à l'autre, ben, tu commences à prendre confiance en disant, moi je sais que je fatigue pas et Ouais. je sens ou je vois ou je pense que mon adversaire fatigue et ça peut jouer sur ta confiance. Alors j'ai toujours dit, hein, en MMA, la confiance c'est ton ami. Ça peut très vite devenir ton ennemi. L'excès de confiance, tu rentres dans le troisième round en disant, OK, c'est bon, maintenant il ne sait plus me mettre KO. C'est là où tu prends trop de risques et pouf, le cross passe, t'es KO et tu as perdu ton combat. Donc, voilà, ici, je pense que Moreno, c'est quelqu'un qui devient fort expérimenté. Ouais. C'est quelqu'un, comment expliquer ça? Sa carrière était vraiment très mal partie. Je pense qu'il y a 6 ans, tu demandais à quelqu'un, tiens, Moreno, il va être champion de l'UFC. Tout le monde te riait à la tête Ouais, en le mec disant, mais non, flemard. il va Ouais. même pas y revenir. Ouais. Et maintenant, il est champion. Et je pense que il est plus champion, pardon, mais il a été champion et voilà, une Ouais. trilogie incroyable contre Figueiredo. En tout cas, il est dans le top de la division. Si il est, il était, il a été le dernier pick au TUF, hein, c'est ça, hein. Donc, Oui, je il crois a que fait c'était le ça The en plus. Ultimate Ouais. Fighter, il a été le Ouais. 16e pick. Il est passé de ça à champion et maintenant à combattre pour le titre intérim. S'il a eu cette transition dans sa carrière, c'est qu'il y a un côté intellectuel derrière. Et ce côté intellectuel, ça me rend confiant en lui en me disant, OK, il va prendre confiance dans le combat, mais il va jamais arriver à un moment dans le combat où il prend tellement confiance qu'il fait une erreur de débutant. Donc, pour moi, le 5 rounds, c'est un avantage pour Brandon Moreno, d'autant plus qu'on n'a jamais vu Kaikara France sur 5 rounds. Dans le troisième round contre Askarov, dans le troisième round contre Brandon Moreno, il est encore présent. Donc, on peut spéculer en disant que quatrième et cinquième, il ne va pas complètement fatiguer et complètement s'effondrer. Mais si on prend le premier combat et qu'on regarde leur trajectoire de progression à tous les deux, on a l'impression qu'ils sont tous les deux avec la même différence de niveau qu'au premier combat, c'est-à-dire nuls. Ils sont tous les Ouais. deux extrêmement forts. Et regarde derrière toi. Oh, wow. Who the fuck is that? Putain, il a trouvé le fond vert. Et donc, je pense que la différence de niveau, ça va jouer dans les détails, ce combat. C'est pour ça que c'est si chouette sur papier, c'est qu'ils sont tous les deux, en termes de compétences, au même niveau. Les seuls points d'interrogation, c'est que se passe-t-il si Brandon Moreno initie la lutte? Qu'est-ce qui se passe? C'est un point d'interrogation. On a tendance à dire que ça irait du côté à l'avantage de Brandon Moreno. Et que se passe-t-il si on arrive au quatrième round? Et là aussi, on a en théorie envie de dire petit avantage pour Moreno si ça dépasse la fin du troisième round. Donc voilà, sur papier, je pense que le premier combat, ça a envie de te donner les odds en pick-em, léger avantage Brandon Moreno, et le fait que ce soit en 5 rounds et qu'on dise, OK, il a montré de la lutte face à Figueiredo et c'était efficace. Voilà, je pense que Moreno devrait partir entre léger favori et favori modéré. Je n'ai pas regardé les codes de Paris, mais ça, c'est mon opinion à moi. Ouais, moi non plus, pas encore, mais on verra ça du coup lors des pronos à Ouais, la toute fin. je peux regarder en t'écoutant, je suis un peu féminin à ce niveau-là, je sais faire 2 choses à la fois. Oh wow, damn, Je te Napoléon jure. style. Ouais. Eh ben parce que le troisième combat, parce qu'en fait c'est vrai qu'on a été regarder un petit peu avant avec Chris quels étaient les combats qu'on pourrait vous conseiller en fait, qui sont des combats qui passent peut-être un peu sous les radars. Il y en a certains qui nous ont d'abord attiré un petit peu le regard, mais en fait, on s'est rendu compte. Il y a un gars, par exemple, c'est assez intéressant, et voilà, on va revenir ensuite sur Derek Lewis contre Pavlovich, qui est peut-être le plus intéressant de tous, mais il y a un gars qui est sur cette carte qui s'appelle Ihor Potieria, qui est un Ukrainien à 22,
Donc là, on se dit, putain, waouh, incroyable. Enfin, c'est quand même, en plus, c'est un light heavyweight. Donc, le renouveau light heavyweight, de quoi parle-t-on? Et en fait, il y a un gars qui était il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Askar Mozarov. On avait fait d'ailleurs une petite anecdote dessus, qui est un gars qui avait trafiqué honteusement son record, son palmarès. Là, il l'a pas trafiqué, mais allez voir sur Tapology. Et simplement, la raison pour laquelle on évoque ça, c'est parce que c'est vraiment intéressant de savoir que ça existe. C'est-à-dire qu'il y a donc des gens qui construisent un petit peu artificiellement, en mode palmarès préfabriqué, leur combat avant d'arriver à l'UFC pour avoir le plus de victoires possible. Et voilà, allez juste sur Tapology, vous regardez Ior Potieria, et vous allez voir qu'avant son combat au Contender Series, donc il a gagné, qu'il a gagné contre lui-même, un gars qui n'était pas forcément avec un record impressionnant, qui était donc c'est ça, Sudolski qui était à Sudolski, 8-0 et il avait aussi construit son palmarès aussi sur des trucs. 0-0, 1-1, 4-4. Il avait, je pense, un ou deux combats valables, au même titre que Ior qui, allez, on va dire quand même les deux combats avant le Contender Series, c'est contre un 11-5 et un 5-2, ça Voilà. va. Mais tout ce qu'il y a avant, c'est du négatif, quoi. Il y a 1-9, 17, 18, 0-3, 0-4. Enfin, c'est vraiment impressionnant, mais c'est vachement intéressant du coup de le nommer boxe tout anglaise. simplement. Ouais, voilà, parce que ça existe quoi. Et donc ce qu'ils appellent en anglais, en boxe anglaise, des journeyman, c'est-à-dire des gars qui sont là pour gonfler des palmarès de ceux qui ont peut-être un peu plus de chances de percer. Et ben ça existe aussi dans le monde du MMA. Donc voilà, c'était assez intéressant. Et puis sinon, il y a des noms intéressants. Il y a Drew Dober qui revient. Dober, toujours, il y a voilà, Drakkar Klose qui est toujours intéressant aussi à voir combattre. On a évidemment Magomed Ankalaev contre Anthony Smith qui peut être un combat intéressant si Anthony Smith le joue à l'expérience, mais quand même, sinon, Ankalaev, normalement, devrait réussir à s'en sortir. Ouais, je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis assez d'accord. Anthony Smith, il est un peu... Ouais, en dents de scie, ouais. le très bon Anthony Smith, il peut faire mal à n'importe qui. Et le Anthony Smith des jours classiques ou de ses mauvais jours, il devrait se faire manger par Ankalaev. Ankalaev, lui, il est régulier, il est vraiment très, très bon. Donc, si on a Anthony Smith au top de sa forme, je pense que ça peut offrir un très beau combat, un très bon challenge. Et si c'est un bon combat avec une grosse victoire, peu importe de qui, ça le met directement dans la discussion du titre. Il n'y a pas photo. Mais a priori, Ankalaev devrait partir grand favori dans ce combat. Normalement, ouais. Enfin, ouais, il fait plus mal, il est plus rapide, peut-être un poil plus technique debout aussi. Et plus complet de manière générale. Grosse défense de lutte, et c'est probablement là où essaierait, on imagine, de l'amener Anthony Smith. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord. Favori à 1,21 quand même, et Anthony Smith à 4,50. Ouh. Ah ouais, d'accord. Donc il est très favori. Ouais. Et en flyweight aussi, un combat qui risque d'être très intéressant, c'est Pantoja contre Alex Perez. Ouais, t'en penses quoi de celui-là? Flyweight, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est dynamique, c'est rapide. Perez et Pantoja sont plutôt complets, plutôt engageants. Ils n'ont pas peur ils n'ont pas peur d'offrir du spectacle. C'est deux mecs, qui vont pas chercher la victoire pour la victoire. Ils vont pas casser un combat ou casser le rythme ou ralentir l'adversaire juste pour la victoire. Ils cherchent à impressionner. Et donc, ce combat doit... Bontorin, par exemple, c'est un gars chez les flyweight. Il peut offrir des beaux combats, mais de temps en temps, il veut juste neutraliser le jeu. Contre Royval, il a voulu le faire et j'étais bien content de voir Royval gagner dans ce combat parce que Royval, c'est un de mes préférés, quoi. C'est quelqu'un qui essaye d'amener le combat quelque part. Bontorin, c'est quelqu'un qui va essayer de neutraliser. Et ici, entre Pantoja et Perez, on a deux gars ultra compétents. Ils sont vraiment très, très, très bons. Pantoja a d'ailleurs une victoire contre Moreno, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Perez, il est arrivé au title shot. Voilà, c'est le top de la division. C'est une division qui est sous-évaluée à cause du marketing de l'UFC. Pourtant, le top 10 des flyweights, c'est juste du très, très haut niveau. Et donc là, on a deux gars qui sont entrés top 5. Ça peut faire que un beau combat. C'est impossible que ça soit différent. Alors, ceux qui sont fans de violence pure, peut-être pas, mais ceux qui aiment bien la technique, la vitesse, la durabilité, la capacité à la dernière minute du troisième round d'être toujours rapide, les flyweights, c'est fait pour vous. Et là, clairement, on a deux combats flyweight en main card qui sont exceptionnels. Eh ben voilà, parfait pour les combats flyweight. Et le dernier, du coup, c'était Derrick Lewis contre Sergey Pavlovich. Donc voilà, Derrick Lewis, on ne le présente plus. On sait à peu près ce qu'il apporte sur la table, c'est-à-dire la cacahuète de l'espace. À part cette cacahuète de l'espace, il n'y a pas grand-chose, mais ce sont les poids lourds. Donc ça suffit, ça peut suffire.
En face, Et ça suffit souvent. Ça suffit très souvent. Et d'ailleurs, on l'a vu, il a même réussi à faire tomber des gars comme Curtis Blades, des gars qui sont pourtant normalement beaucoup plus complets, bien meilleurs, etc., des Volkov, etc. Là, il tombe face à Sergei Pavlovich, qui lui-même est un poids lourd qui est assez intéressant. Alors, c'est un gros finisher, même si, et en fait, je sais que c'est assez paradoxal à dire, mais il n'est pas forcément super spectaculaire parce qu'il est très basique dans ce qu'il fait, mais par contre, ce qu'il fait, il le fait bien. Et à part cette défaite contre Overeem, où Overeem l'avait masterclassé, mais c'est Overeem, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à mettre KO Overeem, il te ridiculise en fait. Ouais. Et donc on est sur un Pavlovich qui normalement devrait pouvoir utiliser sa lutte en faisant des setups intéressants pour ne pas se faire avoir comme Curtis Blades. Même debout, théoriquement, Pavlovich est plus complet et meilleur aussi. Mais vous connaissez la chanson, ça ne veut rien dire. C'est Derrick Lewis. Qu'est-ce que tu en penses? Il reste 4 minutes 40, je vois, donc je vais essayer de le faire rapidement. Ouais. Alors, je pense que Lewis pourrait devoir chercher à lutter. Alors, je sais que ça fait bizarre quand on dit ça de Lewis, mais Lewis est quand même très costaud. Il n'a pas une mauvaise lutte, vraiment, il n'a pas une mauvaise lutte. Et c'est en termes de ground and pound, on a rarement vu quelqu'un qui en a un aussi bon que lui. Et je pense qu'il est temps pour Derrick Lewis de compléter son jeu et d'amener cette nouvelle dynamique à son style, parce qu'il pourrait vraiment faire des gros dégâts parce qu'il est réactif en pied-point. Tout le monde est d'accord, c'est un contreur. C'est quelqu'un qui est réactif en pied-point. Du coup, il y a très peu de gens qui cherchent à l'amener au sol parce que c'est fatigant de vouloir l'amener au sol. Ouais. Même Daniel Cormier, on voyait qu'il fatiguait à l'amener au sol. Il y est parvenu, mais c'était fatigant. Et une fois qu'il est au sol, il n'a pas de technique, mais il arrive à se relever. Sans technique, il arrive à se relever parce que c'est une puissance de la nature. Et donc, je pense que si lui, il peut amener ce côté lutte à ses adversaires, ça va soit les fatiguer, soit il parvient à les amener au sol et c'est fin du combat parce que grand pound ultra violent. Et Alistair Overeem a montré que la défense de Pavlovich sur son dos, elle est perméable. Donc, pour moi, en termes de game plan, il est temps que Lewis change un truc à son style parce que sinon, il va rester le gatekeeper du top 5. Il va de temps en temps battre un potentiel futur champion comme contre Curtis Blades, comme contre Volkov. Mais il ne faut pas oublier que contre Volkov, il était en train de se faire défoncer et contre Curtis Blades, il était parti aussi pour une défaite. Et donc, il est temps, il doit arrêter de compter juste sur son punch, même si ça a fonctionné très souvent. Pavlovich, de l'autre côté, comme tu l'as très bien dit, techniquement meilleur. Il doit être capable de toucher sans se faire toucher, ou bien il doit amener une stratégie comme tuer Iwasa, mais c'est un peu plus risqué, c'est-à-dire aller à l'échange en se disant « je suis tellement meilleur que lui que c'est moi qui vais plus le toucher ». Je pense que Pavlovich, ici, il doit viser la décision, quoi. Il doit viser vraiment toucher, sortir, toucher, sortir, toucher, sortir. Essayer à un moment de lutter, mais il va devoir justement faire gaffe à si ça puise pas trop d'énergie, parce qu'à mon avis, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de lutter contre Derrick Lewis. Ils se disent, OK, il n'y a pas de technique, je vais l'amener au sol comme ça, etc. Mais ça me fait penser à Stipe Miocic contre Ngannou 1. Ouais. C'est bon que Ngannou a vraiment plus fatigué que Stipe, mais on voyait que Stipe, dans la lutte, il était là, il fait, c'est quelque chose de l'amener au sol. Et maintenant que Ngannou a un peu gagné en technique, dans le deuxième combat contre Stipe, on a vu que Stipe, il était perdu en lutte, hein, il ne savait plus quoi faire. Quelqu'un de trop fort, de trop lourd, et en plus de ça, de technique et d'explosif, c'est fini. Si Lewis arrive à apporter ce côté offensif chez lui, ça peut faire de gros dégâts. Bah, c'est ça, après c'est l'éternel problème il est déjà flingué, il n'arrête pas de dire que son bas du dos est absolument mort, Derrick Lewis. On sait que c'est pas quelqu'un de très mobile, même s'il met des coups de pied sautés, des trucs comme ça, mais c'est plus de l'esbrouf qu'autre chose, parce qu'en réalité, en termes de déplacement pur, c'est un plot. C'est-à-dire qu'à part les rushs qu'il fait, c'est vraiment un plot de chantier. Mais néanmoins, il pourrait très bien mettre en place une stratégie ultra offensif, c'est-à-dire il n'a pas forcément besoin d'avoir des pas chassés à la Stephen Thompson, mais mettre une pression en cadrant correctement pour ensuite réussir à mettre le gars contre la cage ou à la cage, ça peut très bien marcher, quoi. C'est exactement ça. Imagine, tu es dans la cage contre un Derrick Lewis. Le mec avance sur toi, tu vas reculer. Ouais. Le truc, c'est que lui, il n'avance pas. Et il doit prendre cette initiative. C'est un peu comme, c'est quoi son nom ? Rosenstruck, ouais. Il fait reculer, mais les fois où il avance, c'est là où il fait son meilleur taf. Contre Junior Dos Santos, il était en train de reculer, il ne trouvait pas ses marques, boum, il avance, il met un KO. Contre Overeem aussi, il reculait. À la fin du combat, il dit j'avance, il trouve le finish. Ces poids lourds, il faut qu'ils soient capables de prendre confiance en eux en combattant, en avançant, parce que ça fait peur, une machine comme Derrick Lewis qui avance sur toi. C'est clair.
Bon, bah là, j'ai mis mon truc parce qu'il reste maintenant 45 secondes. On a le temps de faire vite fait des pronos. Qu'est-ce que tu mets entre Peña Núñez? Je vais suivre les pronos de mon fils. Ah oui, Núñez c'est vrai. et Moreno. Eh ben, Núñez et Moreno, eh ben, pareil pour moi. Et puis, je mets Pavlovic par décision. Who you got? Pavlovic aussi, par décision. Eh ben voilà, merci Chris pour ce nouveau En Soum Soum. Merci à tous, prenez soin de vous, à bientôt et ciao. I'm fucking coming for you!